Bienvenue à notre webinaire aujourd'hui sur l'engagement public équitable. Avant de débuter, nous voulions noter que nous avons l'interprétation simultanée qui est disponible. Pour choisir votre langue de choix, vous avez une icône en bas de l'appel Zoom en forme de globe pour les options d'interprétation et vous pouvez choisir la langue que vous vouliez écouter. Nous avons une interprétation simultanée pendant ce webinaire. Pour, pour sélectionner votre langue préférée, l'anglais ou le français, vous trouverez une icône représentant un globe terrestre au bas de votre écran. Cliquez dessus pour sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez écouter le webinaire. Nous voulons reconnaître que nous tenons cet webinaire à Mi'kmaq. C'est les terres ancestraux et non cédées du peuple Mi'kmaq. Ce territoire est couvert par les traités de paix et d'amitié que les Mi'kmaq, Wolastoqey, les Malécites et les peuples Passamaquoddy ont signé pour la première fois avec la couronne britannique en 1726. Nous trouvons que c'est important de garder ceci en tête, de reconnaître et honorer les terres sur lesquelles nous nous retrouvons. Le RCC travaille avec plusieurs différentes premiers peuples à travers le Canada, ainsi que des communautés à travers le monde dans le secteur du développement international. Nous croyons que c'est important de réfléchir sur ces faits, de tirer des leçons de notre histoire coloniale et l'intersection de cette histoire avec les enjeux à lesquels nous faisons face aujourd'hui en travaillant vers un monde qui est plus juste et équitable. Nous vous demandons de garder ceci en tête, de penser aux terres sur lesquelles nous travaillons pendant notre participation au webinaire aujourd'hui. On vous invite à utiliser la boîte à clavardage pour vous introduire, de nous dire d'où que vous nous rejoignez et de partager vos commentaires sur notre sujet aujourd'hui. Je vais maintenant passer la parole à Juliannette pour partager les résultats de notre projet. Merci beaucoup. Mon nom est Juliannette. Je suis très honoré d'avoir la chance de faciliter la recherche que nous allons discuter aujourd'hui. Et je vais partager un peu plus au sujet de ce travail. Nous avons quelques diapos ici à vous partager. Désolé. Voilà. Merci beaucoup. Si on peut passer à la prochaine diapo. Tout le monde le voit bien? Excellent. Donc, nous avons considéré la manière que les organismes utilisent des approches décoloniales antiracistes et féministes dans le cadre de l'engagement public et nous voulons comprendre l'environnement dans lequel ces approches sont utilisées pour nous donner une sens de qu'est-ce qui fonctionne bien et où qu'il faudrait mettre un peu plus d'efforts. Et donc, pour faire ceci, nous avons trois questions clés qui guidaient notre travail. On va aller dans la prochaine diapo. Donc, voici les trois questions qui ont guidé notre travail. Nous avons travaillé avec des sondages, des groupes de discussion aussi. Donc, on voulait savoir qu'est-ce qui fonctionnait bien dans l'utilisation de ces approches dans l'engagement public. Après ça, on voulait identifier des défis principaux qui rendraient plus difficile l'utilisation de ces approches. Et finalement, on voulait comprendre c'est quoi les formes de soutien qui sont nécessaires pour renforcer l'adoption de ces trois approches dans le secteur de l'engagement public. Donc, c'était vraiment les trois questions clés qui ont guidé notre travail. Je vais partager quelques-unes de nos résultats et après ça, je vais ouvrir à notre discussion. La première chose que je voulais discuter, c'est les choses qui fonctionnent bien et donc les stratégies qui sont utilisées par des organismes dans leur travail. En effet, il y en avait
tellement qui ont été recensées, mais je voulais en identifier quelques-unes. On a vu que de travailler et apprendre ensemble, collectivement, c'est une stratégie qui fonctionne très bien, même s'il y a encore des silos qui existent dans le secteur. Les organismes ont vraiment trouvé que la collaboration les aide à trouver de nouvelles idées et répondre aux différents défis qui peuvent venir avec du travail décolonial, antiraciste et féministe. C'est une approche qui nécessite du temps, des ressources, et donc de voir ce qui est fait par d'autres organismes, c'est très aidant. Une autre stratégie que je voulais mettre de l'avant, c'est des pratiques internes. Et donc, en discutant avec les organismes, les personnes qui ont participé dans les groupes de discussion, nous avons prouvé que de plus en plus, les organismes font des efforts internes, normalement pour rester redevables envers le travail. Donc, on a beaucoup entendu au sujet des check-ins, des groupes de discussion internes. Et donc, même si ces apprentissages organisationnels prennent du temps, mais beaucoup des participants participantes ont rapporté que c'est le temps qui est pris pour rassembler l'équipe, apprendre au sujet de la décolonisation, féminisme, euh, l'antiracisme, les aidait à appliquer ces principes dans leur travail, dans leur pratique. Donc, voici quelques différentes stratégies qui ont été mises en place par des organismes pour mettre en œuvre ces trois approches dans leur travail. Comme j'ai dit, je ne voulais pas discuter chacun des éléments qui sont présentés ici. Nous avons un rapport qui sera bientôt conclu et qui inclut tous ces détails. Ça va être partagé bientôt. Mais je voulais aussi parler de quelques-uns des défis qui ont été recensés dans la prochaine diapo. Il y a aussi un grand nombre de défis, mais comme vous pouvez bien l'imaginer, les ressources demeurent un obstacle significatif. Beaucoup des personnes avec lesquelles nous avons parlé ont touché sur cette manque de ressources et on a vu qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour s'assurer qu'il y a du financement disponible pour le travail d'engagement public, particulièrement des activités d'engagement public qui intègrent ce point de vue d'équité et de justice. Donc ça, c'est la première que je trouve important de nommer. La deuxième, j'avais juste parlé des politiques et pratiques internes comme une stratégie qui est mise en œuvre dans les organismes. Un autre défi, c'est d'autres politiques et pratiques organisationnelles. Même s'il y a de plus en plus d'organismes qui commencent à faire ce travail à l'interne avec leur équipe, notre recherche a trouvé que étant donné que ces pratiques ne sont pas encore bien intégrées dans les cadres organisationnels, il y a beaucoup d'organismes qui peinent à passer des intentions jusqu'aux actions concrètes. On a vu un manque d'opérationnalisation dans les pratiques d'embauche, des pratiques de gouvernance, euh, fait en sorte que l'utilisation des approches dans l'engagement public demeure assez limitée. Donc, quand nous pensons à ce qui a besoin d'être fait pour passer des engagements aux actions, il faut repenser et réfléchir à nos pratiques envers l'engagement public. C'est important de faire ce travail interne, de considérer la manière que les prises de décision, les responsabilités sont distribuées à l'interne de l'organisme. Donc, c'est quelques-unes des défis qui ont été identifiés. Hmm. C'est vraiment des obstacles pour l'utilisation de ces approches dans les activités d'engagement public. Et si on passait maintenant au soutien qui est nécessaire, comme j'ai dit, je vais juste mettre l'accent sur quelques éléments. J'imagine que beaucoup d'entre nous ont déjà
vécu dans notre propre travail que l'utilisation de ces approches dans l'engagement public nécessite du temps et des ressources. Notre étude a confirmé ce fait. Et donc, ça prend du temps et des ressources pour bâtir des relations de confiance et pour soutenir le travail interne aussi. Donc, si ça nécessite à repenser les pratiques internes, faire un audit de l'équité, de s'assurer que les politiques et les pratiques de l'organisme sont harmonisées avec les principes décoloniaux antiracistes et féministes. Donc, le premier soutien qui est nécessaire, c'est les temps et les ressources. Le deuxième sur lequel je voulais mettre l'accent, j'ai pas beaucoup discuté dans le point sur les défis, mais en effet, un des défis qu'on avait vu, c'est des lacunes dans les connaissances au sujet de comment mettre ces trois approches en pratique dans les activités d'engagement public. Et donc, ça démontrait l'importance d'espace pour apprentissage. Les apprentissages collectifs sont très importants, des lieux pour réfléchir, acquérir des compétences, développer des stratégies pour aller de l'avant. Donc, avoir des cercles d'apprentissage, des rassemblements communautaires, des ateliers, de la formation. Il y a clairement un besoin pour ces sortes d'espaces. Et je pense que je vais conclure avec ça, mais ça, c'est quelques-uns des points clés qui ont ressorti de nos recherches. Je suis certaine qu'on a plusieurs différentes personnes professionnelles dans l'engagement public qui utilisent ces approches. Et nous avons aussi la chance d'avoir avec nous des personnes qui ont participé dans cet effort de recherche. On va pouvoir les écouter directement. Donc, avant que je passe la parole à Sydney qui va faciliter et animer notre discussion, je partage le lien à notre site web sur cette dernière diapo. Vous pouvez nous suivre pour savoir quand le rapport sera publié. Je vais maintenant introduire Sydney. Sydney Piggott est une leader dans le domaine de l'impact social, une chercheuse, une militante pour l'équité des genres et la justice sociale à l'échelle mondiale. Elle est actuellement directrice de partenariat initiative stratégique chez Mentor Canada. C'est une organisation nationale dont la mission est d'accélérer le mentorat de calibre mondial pour les jeunes. Et donc, je vais passer la parole à Sydney. Merci beaucoup pour cette belle introduction et de nous donner cette cadre pour notre discussion avec ces résultats. Je suis très intéressé de voir les points de vue de nos panélistes aujourd'hui. Je vais rejoindre les théâtres traditionnels du Confédération Blackfoot, aussi connu sous le nom de Calgary, à Alberta. Je suis très heureuse de pouvoir rejoindre 6 panélistes incroyables. Alors, je vais offrir des biographies très brèves pour pouvoir maximiser notre temps de discussion, mais je vous encourage à visiter le site web et voir tout le travail incroyable qu'elles font. J'ai une tendance de changer entre l'anglais et le français assez fréquemment. J'essaie de vraiment garder dans une langue le plus possible, mais je vous invite à euh, activer votre interprétation pour être prêt quand je change ma langue maternelle de franglais. Et donc, je vais maintenant introduire Carolina Palacios, directrice exécutive d'Adjointe Oxfam Canada et supervise la stratégie organisationnelle, la planification des opérations, les rapports ainsi que la gestion des risques. Nous avons aussi Alison Kingston, qui est directrice de l'équipe de Ray John, directrice exécutif. Elle a aussi diplôme de l'Université Carleton. Nous avons aussi Madri Gelina. Elle est conceptrice pédagogique, enseignante de formation et pendant 20 ans, elle a déployé son expertise en éducation à la citoyenneté mondiale dans le secteur de la solidarité internationale. Nous avons aussi Tina Sweeney, qui se consacre à la réduction des inégalités en mobilisant la population canadienne, agente principale de liaison des partenaires chez CUSO International depuis plus de 10 ans. Elle met en relation différents groupes de la société civile pour construire un avenir durable fondé sur une humanité partagée. Nous avons aussi Cindy Paul,
et gestionnaire de savoir communautaire. Elle appuie le programme Service Jeunesse Canada de Vidéa depuis 2021 en travaillant sur un projet centré sur le territoire à North Vermilion, en Alberta. Cindy est une auteure compositrice, une artiste interprète d'origine cri et métisse. Elle anime multiples ateliers sur le sujet de l'art, musique et la production musicale. Nous avons aussi une des collègues de Cindy, Kate Howarth, une descendante de colons britanniques résidant à Toronto, le territoire du Secrétaire 13. Kate est co-responsable des programmes canadiens chez Vidélia, un rôle qu'elle partage avec sa grande amie et consoeur Chantal Steen. Et donc, je vais lancer la discussion en français. Je vous invite à activer votre interprétation. Marie, je vais commencer avec toi pour notre première question. C'est quelle stratégie ou quels outils vous ont aidé ou ont aidé d'autres personnes à aller au-delà du symbolisme et à intégrer de manière significative les principaux décoloniaux, antiracistes ou féministes dans votre action en engagement public? Marie, c'est à vous. Oh, je brise la glace. D'accord. Alors, je trouve que c'est une question très riche. Je vais essayer d'être brève. Je pense qu'il faut rappeler d'abord qu'en éducation décoloniale, antiraciste et féministe, on doit d'abord donner la parole, porter la voix des personnes concernées et des personnes qui réfléchissent aux questions de la décolonialité, de l'antiracisme et du féminisme. Donc, il y a de plus en plus d'outils en ligne, il y a de plus en plus de personnes habilitées à intervenir, à prendre la parole. Et je tenais à le rappeler, même si c'est un principe de base, je trouvais important de le rappeler d'emblée. J'aimerais aussi rappeler, en fait, dans les différents organismes dans lesquels j'ai travaillé, euh, de mettre l'accent sur l'agentivité des personnes. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir un discours passif, toujours être en train de mettre en valeur l'agentivité des personnes. Par exemple, j'ai coordonné une campagne sur les droits des femmes et notre plateforme virtuelle, c'était toutes des femmes et des groupes de femmes qui se présentaient elles-mêmes et expliquaient leurs initiatives, leurs actions et leurs luttes. Évidemment que si on parle de lutte, on va aborder les problèmes, mais plutôt que de focuser sur les problèmes d'une manière passive, on valorise directement les personnes concernées. Et la dernière chose que je voudrais dire, je vous ai promis que j'étais très, très brève, c'est que toutes les fois où j'ai fait de l'éducation du public, je me suis aperçue qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui restent à un premier niveau de compréhension dans le public. Par exemple, ils voient qu'il y a un problème d'accès à l'eau potable, mais ils restent au niveau, il n'y a pas beaucoup de puits. Ils restent à un niveau très superficielle, on va dire, parce que malheureusement, on ne leur a jamais permis de réfléchir à ces questions-là. Et je pense que si on fait de l'éducation décoloniale, antiraciste et féministe, on doit chaque fois rappeler que les enjeux, les inégalités ont pour cause le colonialisme, ont pour cause la suprématie blanche, ont pour cause le patriarcat et l'expliquer historiquement et de manière systémique pourquoi ces inégalités sont là. Et ça, c'est un long travail, mais que je trouve très important. Et je vais juste donner un exemple pour conclure. Je connais plusieurs organismes qui accompagnent les écoles qui font des séjours dans les pays du Sud global. Donc, des jeunes très contents qui vont partir 10 jours dans un pays d'Amérique centrale pour aider. On part de très loin parfois, même dans le vocabulaire, dans même comment les professeurs présentent ce genre de projet. Et quand un organisme peut accompagner ces groupes et rechercher avec eux les causes des inégalités, remettre en question le rôle des jeunes. Quel sera le rôle des jeunes? Ce sera un rôle d'apprentissage, d'échange et non. Donc, déconstruire l'image du white savior, par exemple,
Euh, donc, quand on va à la racine, qu'on est radicaux, je pense que c'est là qu'on peut arriver à faire une éducation décoloniale, antiraciste et féministe. Je l'espère. Merci beaucoup, Marie. J'aime que vous avez commencé notre discussion à ce niveau systémique et vraiment de penser à tous ces enjeux de façon systémique. Donc, merci beaucoup. J'ai donc passé la parole maintenant à notre prochaine panéliste, Tina. Je vais répéter la question en anglais pour m'assurer que tout le monde comprend, mais quelle stratégie ou quel outil vous ont aidé ou ont aidé d'autres personnes à aller au-delà du symbolisme, intégrer de manière significative les principes décoloniaux antiracistes et féministes dans vos actions en engagement public? Merci pour cette question, Sydney, et merci, Marie. Donc, peut-être que on va peut-être se répéter. Comme praticienne, on travaille en parallèle beaucoup, mais je vais quand même essayer d'être bref. Mais je vais partager une proverbe pour moi qui résonne beaucoup avec le travail que nous entreprenons dans ce secteur, jusqu'à ce que le lion raconte l'histoire. Le chasseur est toujours l'héros. Dans nos collaborations, dans notre travail, je pense qu'il faut commencer en, c'est vraiment mettre l'accent sur les communautés en priorité pour offrir leur récit, offrir le contexte et l'analyse de la situation. La collaboration, c'est un autre point important. Donc, quand on pense aux partenaires locaux, de les inclure, c'est certainement important dans le travail que Cousteau entreprend. Donc, cet aspect de collaboration est essentiel pour essayer d'éliminer le symbolisme, rentrer plus dans le champ de décolonisation. Un point sur le langage, je pense que c'est très important. Le langage que nous utilisons, ça crée le cadre de nos discussions. Et donc, ça peut être difficile quand d'autres personnes ne partagent pas le même langage, mais je pense que c'est crucial pour notre travail, notre capacité d'éduquer, d'informer d'une manière qui est décoloniale, qui est inclusif. Et donc, je pense que c'est nécessaire d'essayer d'éliminer des stéréotypes autour de la pauvreté, être en besoin, de permettre les communautés de se représenter de leur propre façon. Et après, je discuterai un peu comment trouver une harmonisation entre les partenaires. Donc, je travaille avec beaucoup de différentes communautés qui s'auto-représentent. Donc, des fois, il faut les amener pour poser des questions, les bonnes questions que peut-être nous manquons le courage de poser. Je pense que c'est une stratégie qui est très importante en lien avec la décolonisation, d'être le plus inclusif possible dans notre approche envers l'engagement public. Mais merci beaucoup, Tina. J'apprécie beaucoup cette emphase sur le partenariat. Je sais que Cousteau a beaucoup d'expérience à bâtir des partenariats de confiance. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de vous entendre à ce sujet. Mais je passerai maintenant la parole à Alison. Oui, donc, je voudrais rapidement réitérer quelques-uns des points que Marie-Tina a mentionné. Je suis désolé, vous avez des bruits de fond, du trafic, je suis proche d'une route assez occupée, mais c'est un point très important au sujet de nous éduquer, de comprendre notre positionnement, pas juste comme individuel, mais en tant que personne du Canada, comme femme blanche. La position que j'ai, une position sociale est très importante dans le travail que je fais et d'essayer de comprendre les différents niveaux d'identité. Donc, ma position peut changer dépendamment avec qui que je travaille. Tina a aussi amené un excellent point de ramener les groupes diaspora. Donc, pour les personnes qui ne le savent pas, je vis proche de la Première Nation qui est proche de Sarnia. La Sarnia, c'est une communauté très blanche de descendance coloniale. Donc, on ne peut pas répondre à ces enjeux avec juste une personne, une membre de diaspora. Donc, bon, on a une personne qui participe, on peut cocher la case. C'est vraiment cet aspect plus symbolique. Ça prend quelque chose de plus concret.
Donc, nous utilisons une approche de récit dignifié. Donc, c'est une approche structurée pour comment partager les récits, rassembler les récits. Et je pense que c'est important de ne pas juste utiliser les mots de les membres de la communauté, mais de ne pas exclure des éléments plus difficiles. Donc, des fois, on peut essayer de structurer des histoires, d'adapter l'information des autres personnes pour nos propres besoins qui a un aspect colonial. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur l'utilisation complète du récit, la manière que c'est partagé par les membres de la communauté. Moi, personnellement, je ne travaille pas sur le terrain. Nous travaillons avec des personnes locales. Et donc, notre équipe au Canada a besoin d'être encore plus bien formée dans ces pratiques de récits dignifiés parce que fréquemment on reçoit les récits deuxième main déjà et il faut simplement dire que nous n'avons pas un droit à ces récits simplement parce qu'on partage un programme. Fréquemment, on reçoit des témoignages qui ont été forcés euh, et donc fréquemment, ça ne donne pas une image complète, mais ils ne sont pas aussi non plus dignifiés. C'est pas un récit qui a envie d'être raconté de la manière qu'elle a besoin d'être racontée et ça cause plus de tort. Et c'est important de s'assurer que les récits qu'on partage sortent de cette approche féministe et décoloniale. Donc, il faut être ouvert à des discussions difficiles qu'on ne va pas toujours bien faire, mais on peut contrôler la manière qu'on répond à des situations où qu'on n'a pas assez bien fait. Donc, il faut penser aux outils stratégiques que nous pouvons utiliser pour continuer d'avancer dans nos efforts, particulièrement autour de l'engagement public. Merci beaucoup, Alison. J'apprécie beaucoup d'avoir partagé cette approche. Si vous avez des liens qui pourraient aider à nous orienter, ce serait super intéressant. Je passerai maintenant la parole à Kate. Et tu pourrais nous passer un peu du travail que tu fais avec votre organisme et peut-être on pourrait avoir peut-être le point de vue de Cindy vers après. Oui, absolument. J'ai presque oublié mon petit microphone AirPod ici. Donc, c'est parfait. Vous m'entendiez. On essaie de trouver une solution technique. C'est pas ma pratique normale, mais moi, je pense pas qu'on a vraiment euh, dépassé l'aspect symbolique encore dans notre secteur. Notre équipe autochtone vit des expériences de tokenisme assez régulièrement. Donc, on fait une demande, par exemple, de financement avec un bailleur de fonds qui voit, tu sais, ils sont intéressés par ce que nous faisons, on nous offre du financement et ils trouvent difficile de bien rentrer notre travail dans une case spécifique. Donc, pour moi, l'intégration de ces approches dans nos efforts d'engagement public, ça commence avec le recrutement dans les communautés, de trouver des membres qui sont redevables à nos valeurs organisationnelles, un paie équitable, investir dans le bien-être des employés, bien établir des responsabilités budgétaires, ne pas investir dans des entreprises qui causent des torts, d'organiser des événements où vos partenaires savent qu'elles peuvent arriver dans leur entièreté, de manière holistique, rejeter l'aspect professionnaliste et comme des mesures de succès, la solidarité, d'embaucher des personnes qui font déjà le travail, leur amplifier, bien les payer, de rejeter l'idée que les personnes devraient faire ce travail par dévouement, de refuser d'accepter la nécessité de roulement dans les équipes, juste reconnaître les racines des problèmes dans l'engagement public. Et
Un exemple, ce serait par exemple une publication qui célébration la résilience des femmes autochtones sur la conservation sans analyse euh, en lien avec les torts incroyables causés par des compagnies minières canadiennes à travers la planète. Donc, moi, je ne vois pas vraiment que les efforts sont substantifs jusqu'à ce qu'on fait ces changements systémiques. Et ça prend des changements dans notre compréhension de la redevabilité, du pouvoir. Et donc, je vais passer la parole à ma collègue Cindy. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je suis fullement d'accord avec. On n'est pas allé au-delà de cette implication symbolique ou cette symbolisme. On n'est pas même approché la réconciliation. On est loin. Et on peut lancer ces mots, on peut utiliser cette terminologie plus fancy, mais on n'est même pas proche. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire si nous cherchons une vérité et de parler des vérités variables entre nous avant qu'on fait juste des petits pansements. On met toujours ces pansements parce que ces blessures sont pas guéries. Il y a juste un pansement qui couvre cette plaie. Et comme une femme autochtone, j'ai été souvent posé la question ou faire demander de venir être sur les CA, aller aux événements. Et surtout quand ils ont commencé de faire les reconnaissances territoriales, le monde me posait toujours la question, est-ce que je peux faire la reconnaissance territoriale? Et c'est bizarre pour moi parce que comment ça je reconnais ma propre territoire? Il y a un manque de compréhension autour de ça. Pourquoi est-ce que nous faisons une reconnaissance territoriale? Il y a tellement d'étapes à faire de vraiment juste compréhension de base. C'est quoi une reconnaissance territoriale? Juste avec le personnel, on devrait faire cette compréhension, cette éducation avant qu'on passe à faire les reconnaissances. Qui devrait faire ces reconnaissances territoriales? Comment? Pourquoi on les fait? On veut pas juste trouver une personne autochtone qui sont mis sur place, qui est déjà vulnérable dans leur communauté dès là de manière symbolique. De juste cocher une petite boîte pour une application pour le financement. Et ça arrive trop souvent. Souvent, vous avez besoin d'avoir un aîné sur votre CA ou impliqué pour chercher un certain financement. Et c'est vraiment juste de casser les boîtes. C'est des postes où l'implication s'envoie et ça manque tous ces valeurs intègres, la vérité, c'est loin au-delà de qu'est-ce qu'on cherche avec la réconciliation et c'est juste de cocher une boîte. C'est une implication purement symbolique et nous avons besoin de reconnaître ça au départ avant d'aller de l'avant. Et si nous cherchons quelque chose qui a qui est signi- significatif ou utile, pertinent, et moi, j'ai vécu ces enjeux. Je veux voir les changements. Je veux voir que ça va au-delà, que on est juste là pour offrir un préalable, changer un son. J'aimerais être autour de la table, être écouté, avoir le droit de parole. Et on a besoin de déplacer les autres personnes et on a besoin de donner la place aux personnes plus vulnérables pour avoir un lieu pour parler, mais pas juste pour parler, mais réellement faire, décider, appliquer les changements. Il y a besoin d'offrir ce lieu de prise de décision. Et ça, c'est comment moi, je vois cette question. Et surtout, quand vous êtes dans les communautés ou vous allez vers les communautés pour travailler avec des différentes personnes, peu importe si c'est les organismes plus féministes ou on pense souvent à des personnes qui, dans les situations plus démunies, et pour moi, une bonne outil, c'est vraiment de faire la recherche de l'avance pour savoir c'est quoi la communauté, c'est quoi leurs obstacles, les différentes barrières, de commencer à avoir cette éducation avant que vous rentrez dans la communauté. Et quand vous arrivez et vous rentrez dans la communauté, euh,
c'est vraiment d'arriver d'essayer de parler la même langage que ces personnes parlent. Parce que souvent, cette demande de financement, même les discours, c'est vraiment des langages pas compris. Souvent, le monde va même pas écouter parce que juste de comprendre ce langage utilisé dans ce discours plus colonial ou, qui est créé pour les subventions, les bourses. Alors, de vraiment comprendre et parler de manière claire, directe, d'arriver où les personnes, où elles sont, d'enlever cette jargon, cette, je ne sais pas, ces formalités de cette d'autres mondes, vraiment pour nos interactions. Merci Cindy, Kate. On a vraiment aimé le fait que vous avez démontré à quel point cette tokenisme, cette implication symbolique, c'est tellement toujours une forme du racisme. Et moi, j'ai eu mon propre expérience et je sais que plusieurs personnes dans ce panel et d'autres personnes qui participent et qui écoutent notre panel ont eu une expérience vécue. Et j'adore que vous allez au-delà, ou un prochain niveau. Et c'est quoi ces d'autres actions symboliques que ces organismes vont faire pour essayer de dire comme on d'éviter cette culpabilité blanche. Et c'est comme, non, on ne fait pas des changements systémiques. Si vous voulez juste cocher ces boîtes, faire cette implication symbolique, vous ne travaillez pas sur les enjeux systémiques. Oh mon Dieu, c'est pas facile de suivre ces panélistes parce que tout le monde a fait des réponses très clés, a bien répondu à ces. Alors, je vais essayer de rajouter ou peut-être faire un petit résumé aussi. Ce que nous avons appris, ce qui nous aide, c'est de mieux comprendre qu'est-ce qui ne marche pas dans ce système dans lequel nous travaillons. C'est de mieux comprendre c'est quoi les changements nécessaires et qu'est-ce qu'on peut changer. Et beaucoup de panélistes ont déjà référé, on parlait des ressources humaines, tous ces systèmes qui priorisent souvent les secteurs, les personnes plus dominantes. Quand on veut faire le recrutement, on n'engage pas les personnes appropriées. On a ces cultures de travail ou des cultures que les personnes vont pas avoir la même formation que nous cherchons. Mais on vit dans ces environnements racistes, coloniaux, avec le patriarcat, et il faut voir comment ça ressort dans nos systèmes. Souvent, c'est une question de langue et linguistique. Les mots sont importants, les mots qu'on utilise, et on parle de souvent là le mieux, c'est quoi les charitables, et construire les capacités, c'est quoi les domaines, et les nations qui en développement ou qui sous-développées. Et c'est vraiment réfléchir sur ce langage et ça peut démontrer qui a le pouvoir et qui n'a pas le pouvoir, qui le pouvoir est même volé. Et puis, il faut réfléchir aussi à la prise de décision. Qui prend ces décisions? Comment on utilise l'argent? Comment les fonds sont alloqués? Et puis, on va parler des différentes initiatives de plaidoyer ou défense de droits dans le nord mondial. Qui décide? Est-ce que c'est les militants et les acteurs de changement local? Non, c'est ces sauveteurs blanches. On pense que c'est souvent c'est cette personne blanche, même dans l'image qu'on démente. Et on fait le financement et on utilise ces images toujours pour captiver l'audience et chercher comme l'intérêt. Il y a tellement différentes manières pour démontrer la manque de perfection dans notre système. Par contre, ça, c'est un point de départ pour commencer la réflexion, de savoir c'est quoi qui est dans notre contrôle. Qu'est-ce que nous pouvons changer? Comment est-ce qu'on va changer concrètement nos pratiques de recrutement? De chercher les personnes qui représentent réellement la diversité de notre programmation, mais pas dans une manière symbolique, mais réellement les personnes impliquées, pertinentes, peu importe la personne, quand elle arrive à l'organisme, à la formation, le soutien, la capacité de mieux comprendre où nous sommes et d'avoir cette gêne et d'être humble de comprendre c'est quoi nos
nos points plus faibles et savoir où on a besoin de travailler. Et que toutes ces personnes qui travaillent dans le secteur d'engagement, c'est quoi nos messages clés qu'on veut mettre de l'avant? C'est pas juste la réussite. Nous sommes des personnes qui rapportent cette réussite, mais d'où viennent ces récits? C'est des différents pays, des militants sur le terrain, nos bailleurs de fonds qui font tout ce travail. Alors, dans notre organisme, c'est pas nos récits. On veut pas centrer l'organisme. On veut transférer la voix de bien de ces acteurs importants. Et on est guidé par nos lignes directrices. Alors, on a ces éthiques de savoir qu'est-ce qu'on va dire, comment on utilise les images, comment on va être redevable dans les messages qu'on met de l'avant dans notre travail. Et vraiment de réfléchir, c'est quoi les récits qu'on rencontre. C'est pas les personnes tristes qui n'ont pas de pouvoir et ils nous demandent de venir leur sauver. On veut le changer, on veut aller loin de ce message. Les personnes avec qui on travaille sont les acteurs qui ont beaucoup de pouvoir de changement. Ils ont leur propre savoir nécessaire. Ils ont juste besoin de nos ressources que nous possédons à cause de ces structures coloniales. C'est ces structures qui existent depuis des décennies. C'est solidarité, pas la charité. On travaille sur la collaboration, construire les nouvelles alliances, une grande tente, une grande coalition de plusieurs personnes qui pouvons travailler ensemble dans une manière imparfaite. Peu importe, parce que nous ne sommes pas des êtres humains parfaits, mais on va essayer de changer ce qui est brisé et de voir qu'on échoue souvent. On ne fait pas bien le travail, comment on peut mieux faire la prochaine fois. Merci, Carolina. Je pense que ça mène très bien à notre prochaine question. Et parce que juste à assurer qu'on a assez de temps pour passer à travers le coup des questions, pour la prochaine question, on va avoir 3 personnes qui vont répondre, la prochaine, les 3 autres. Alors, on va aller de l'avant avec notre discussion et j'espère que ça s'enligne bien pour les prochaines questions. La prochaine question, c'est comment naviguer les tensions entre les mandats institutionnels et les visées transformatrices des pratiques décoloniales, antiracistes et féministes. Je voulais commencer avec Kate, parce que Kate, vous avez mentionné une tension avec vos bailleurs de fonds et le travail que vous voulez faire. Alors, je veux entendre comment vous avez mieux navigué ces tensions ou si vous avez des suggestions à partager avec les personnes ici avec nous qui ont ces mêmes défis. Oh, merci. Je vais dire que je lutte avec cette question ou cette idée. C'est mandat institutionnel. Il y a un manque, ou comment c'est utilisé ces termes décolonial, féministe, accessibilité, plein ça. On utilise la terminologie, par contre, on ne suit pas réellement comment c'est de les mettre en pratique, de vraiment vivre la véritable, la définition de ces mots. On utilise ces mots sans être fidèle à leur définition. Et je vois les tensions, c'est pas nécessairement entre nos mandats et les principes, mais il y a une résistance et il y a du travail à changer, pousser contre cette résistance. Pour nous, on a fait dans notre planification stratégique de vraiment faire la défense et mettre de l'avant l'intégration de ces principes d'une manière qui change réellement. Ce que nous voyons avec d'autres organismes, il y a une peur, ils sont fragiles, les personnes veulent juste cocher des boîtes. Ils veulent que ça soit facile, que ça facile. Il n'y a pas c'est pas inconfortable, mais non, ça devrait pas être facile. Ça prend la collaboration, ça prend le temps d'apprentissage. Des fois, ça devrait être difficile et excitant, mais votre travail va être mieux dans le long terme à cause de ça, mais c'est pas facile. Et je pense que si nous voulons faire ce travail, tout le monde dit qu'on veut faire ce travail, mais il faut vraiment prendre le temps et être réaliste avec ce qui est nécessaire pour faire ce travail. Merci pour cette réflexion, Carolina. Désolée de repasser la parole, mais je pense que c'est une question naturelle pour vous. Est-ce que tu es prêt à commenter? Oui, 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 je suis là. Alors, on en parle des approches systémiques. Il faut aller à l'attaque de plusieurs différents angles. Alors, on a besoin, pour commencer, les politiques.
pas juste un politique sur papier qui est dans une cartable quelque part. C'est un politique qui sont co-construits avec le CA, avec le bailleur de fonds, avec votre personnel, comment vous allez travailler la justice, équité, inclusion, antiraciste et décolonisation, avoir des vrais politiques que le monde comprend et qui sont vraiment sur la même longueur d'onde et qui veut faire le plaidoyer, qui veut pousser leurs organismes, leur tenir redevables de suivre ces politiques. On a besoin des stratégies aussi à long terme qui vont dire clairement c'est quoi nos objectifs, où est-ce qu'on voit l'organisme et comment on va être redevable à ces politiques. Puis on a besoin de nos principes. On a des principes antiracistes, anti-oppressifs, féministes et que tout le monde approprie et comprend ces principes. On fait l'éducation avec nos bailleurs de fonds, avec nos CA et aussi les personnes qui nous appuient, de savoir comment on fait l'implémentation de nos initiatives. C'est pas les mandats. On va pas juste lancer la nourriture vers ici, vers là-bas. Il faut comprendre c'est quoi la cause d'inégalité dans nos systèmes brisés. Et c'est vraiment de travailler avec les acteurs de changement et comment on peut leur aider, comment on peut offrir un plus-value, un valeur et leur soutenir dans leur travail, soutenir dans leurs besoins. Et j'ai mentionné déjà, on a nos systèmes, quand on parle de notre structure, notre personnel, les personnes autour de nous. Et un autre panéliste a mentionné, c'est il faut viser les personnes avec qui on travaille. Et les bailleurs de fonds, ces personnes, nos collaborateurs et collaboratrices, qu'on voit les êtres humains. On est sur un pied d'égalité, mais s'il y a un déséquilibre de pouvoir, on ne va pas le nier, on le comprend. Et on veut travailler sur ces inéquités. Et il faut les reconnaître, et ça, c'est un élément important de nos mandats. Quand vous avez un système qui est vraiment impliqué, qui fait partie de tout ce que vous faites, et il peut y avoir cette tension entre vos mandats et votre organisme. Parce que si vous ne répondez pas à ces enjeux, vous ne faisiez pas votre travail comme il faut. Alors, je vais arrêter là. Et je pense que c'est vraiment de laisser aller, passer le pouvoir aux d'autres personnes. Et je veux être critique de ces lieux. Et j'ai pas vu beaucoup d'organismes au Canada, surtout, qui ont pu céder leur pouvoir. Alors, ça, c'est une bonne milieu de comment on peut céder le pouvoir et passer le pouvoir. Alors, je pense que ça fait un bon début de notre conversation, de parler de comment on peut transférer ces pouvoirs. Donc, Marie, je vais passer la question à vous et je vais répéter en français pour tout le monde. Comment naviguer la tension entre les mandats oh my gosh, institutionnels et les visées transformatrices des pratiques décoloniales, antiracistes et féministes? Que rajouter à ce qui a été dit? Je trouve que ce qui m'interpelle beaucoup, c'est de nommer les rapports de pouvoir inégaux, les reconnaître, les remettre en question. Et malheureusement, moi, ce que j'ai observé, c'est que les rapports inégaux de pouvoir, ils se font d'une manière multilatérale. C'est-à-dire que c'est par rapport aux bailleurs de fonds, mais même dans les structures hiérarchiques des organismes, parfois où on reproduit ce qu'on dit, qui est le contraire de la mission de l'organisme, est reproduit dans les rapports entre les personnes. Euh, donc, je pense que la remise en question des rapports de pouvoir inégaux, le nommer, avoir le courage de le nommer, c'est ce qui m'interpelle le plus parmi ce que j'ai entendu. Et c'est intéressant parce que la première chose que j'avais notée, moi, c'est
fameuse question de la représentativité. J'avais écrit dans mes notes Representation Matters en anglais parce que c'est en anglais que c'est né. Et je suis très contente que dans la question précédente, beaucoup de personnes ont dénoncé le tokenism parce que justement, je pense que tout le monde a bien nommé l'écoute, céder le pouvoir, etc. Donc, j'ai pas quelque chose de nouveau à dire, sinon de souligner des choses qui ont été dites extrêmement importantes. Donc, merci beaucoup aux personnes qui ont mis en lumière ces enjeux si importants. Merci beaucoup, Marie. Pour notre prochaine question, je vais passer la parole à Sydney. Je veux parler de comment on peut créer les lieux propices à l'apprentissage continu, à la réflexion critique et au dialogue au sein de nos équipes et nos communautés pratiques. Alors ça, c'est on veut créer les changements de transformation. C'est vrai. En regardant ces questions de l'avance, j'essaie de les déconstruire un petit peu. Et c'est vraiment, si on peut créer des sentiments de sécurité avec les personnes impliquées. Alors, c'est créer ces lieux plus sécuritaires pour que les personnes aient ce sentiment réel de se faire écouter. Nous avons dans les communautés, nous avons les réponses. Alors, quand vous rentrez dans les communautés, de voir c'est qui les personnes aînées, au lieu d'arriver avec cette en tête que vous allez euh, réparer les affaires. Non, 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 ça c'est un problème réel. Les personnes ont déjà leur propre réponse, solution, les gardiens de savoir, les aînés, les personnes piliers dans ces communautés. Et je vois que ça crée des obstacles énormément. Le monde se fatigue de ne pas se faire entendre et je sens que c'est un grand obstacle. Pour l'apprentissage continu, nous avons besoin de créer des lieux sécuritaires pour les dialogues, d'avoir l'égalité autour de la table. Pour moi, dans une rencontre, imagine s'il y a une personne devant la salle, au-dessus des personnes et qui regarde les personnes devant la salle. Ça crée un imbalance dans les rapports de pouvoir. On a besoin d'avoir les personnes autour de la table et pas être debout quand les autres personnes sont assises et c'est cette inégalité. Alors, on veut parler avec les personnes et pas vers les personnes. Et il faut comprendre que le système a été construit pour dire aux personnes de donner les directives. Ça, c'est un système colonial. C'est quoi ce système? De quoi ça a l'air? Comment est-ce qu'on change ce système de ne pas donner les directions et on veut construire une sécurité que le monde se sent à l'aise? Parce que si les personnes ont faim, si jamais les personnes ne dorment pas bien la nuit, manquent de sommeil à cause de leurs enfants, il y a tellement de stress dans leur vie. On ne peut pas juste attendre que les personnes vont venir s'asseoir devant vous et vous écouter sans rien dire parce que les mêmes sont bouleversés. Il y a tellement de choses qui se passent dans leur vie. Ils ne sont pas là juste pour vous écouter. Pour moi, moi, je suis juste fatiguée. Je suis tellement fatiguée. Et pour avoir des changements systémiques, nous avons besoin de dire, ah non, ça c'est qu'est-ce qu'on a besoin de réellement changer. Et ça fait du bien réellement d'être autour d'une table avec une autre personne et construire une relation, d'avoir une conversation qui va vraiment dans les deux sens. Et je pense que ça, c'est les seules manières qu'on va aller vers les changements réels. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci, Sydney. Je pense que comment vous avez partagé votre histoire, c'est un peu comment le monde sent qu'ils ont mérite ces informations. Juste parce que moi, j'ai apporté la bouffe ou j'ai donné un peu d'argent. Alors, ça veut dire maintenant, je dois recevoir l'attention, l'admiration, toutes leurs informations. Et non, non, non. C'est pas un droit acquis. C'est de voir c'est quoi la relation, que ça va dans les deux. Ça doit être mutuel. C'est pas une relation d'extractivisme. Alors, je pense que vous avez bien cadré, que tout le monde ici qui nous écoute
qu'il y a au moins le désir, l'essai de travailler sur cet débalancement de pouvoir. Oui, ça va prendre plus de travail juste de ces interactions un à un, une conversation, mais c'est un début. Tina, j'aimerais vous entendre sur cette question. Oh, j'adore juste vous écouter, j'apprends beaucoup. Ce que je pense, euh, si on fait l'appel à un apprentissage, ici, ça c'est la salle, ça c'est où on s'implique. Si vous participez, si vous faites du recherche, souvent on garde ces réflexions entre nous et nous connaissons le travail que nous faisons. Comment est-ce qu'on fait l'amplification? Comment on partage ça avec un public plus large, que les personnes utilisent les meilleures pratiques dans tout ce milieu de l'engagement public? Et malheureusement, j'ai pas la réponse à ces questions. Mais on a parlé des enjeux de langage. Comment est-ce qu'on peut utiliser un langage inclusif, accessible, que les personnes comprennent réellement qu'est-ce qu'on veut faire. Et comment le travailler à côté avec. Moi, je fais l'animation comme toi, Sydney, dans ce milieu d'engagement public. Mais je travaille avec un niveau de conscience, de comprendre mieux les ressources qui existent. Il y a, je vais jamais juste dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Il y a quand même les lignes directrices, mais quand même flexibles. Mais peut-être, je ne sais pas si je sais ça, mais je sens qu'il y a on essaie d'être inclusif et il y a une voix qui est donnée. Après que je fais les présentations, qu'il y a l'espace pour le partenaire et la personne qui travaille dans ces pays qui fait l'explication de qu'est-ce qu'il travaille. Et moi, je quitte la conversation. Moi, je prends pas la place. Et comment Alison parle de comment sa représentation comme une femme blanche. Et peut-être moi, je m'identifie comme une femme noire canadienne ou africaine, mais je viens pas de ces pays et pas mes parents non plus. Alors, juste parce que j'ai un même couleur de peau, ça veut pas dire que je connais plus. Je vais avoir une différente perception, un public canadien avec qui je travaille souvent. Alors, moi, je veux dire qu'il y a l'espace, il y a le temps pour la collaboration réelle. Et on ne peut pas faire une sous-estimation de cœur, de la gentillesse, la bienveillance, la tendresse, que si nous arrivons avec une empathie réelle. Et je pense que Julianette qui a parlé de le temps au début de ses recherches, parce que quand nous commençons à avoir cette bienveillance comme un individu et nous pouvons être plus, avoir réfléchir, c'est comment le poste d'une autre personne, d'avoir une empathie ou une compassion de c'est quoi leur réalité et leur donner le temps de partager le pain ou prendre des milliers de petites tasses de thé. Alors, avoir des petites rencontres avant ces activités de l'engagement public pour faire ce travail. Et on parle de un continuum. L'engagement public, le EP, a plusieurs dimensions. Alors, on a besoin de garder ça en tête avec notre audience avec qui on travaille. Il n'y a pas un manque d'opportunités avec notre réseau des conseils de si on veut continuer cet engagement, d'approfondir nos apprentissages ensemble. Il y a les documentations, il y a la recherche déjà faite. Alors, il y a des différentes opportunités de faire les groupes de travail à travers nos secteurs. Et ce que j'aimerais voir, si on fait quelque chose en collaboration, en vraiment travaillant sur l'engagement public qui peut être plus populaire et adresser un public plus large, de vraiment partager nos meilleures pratiques en action en direct. Ça, c'est vraiment un bon point. Merci. Parce que des fois, on travaille dans les silos, des fois, on est isolé. Et comment on peut mieux travailler ensemble en collaboration. J'ai un parcours dans les enjeux économiques, mais on ne va pas rentrer en détail. Mais je vois qu'il y a cette réflexion plus charitable qui va souvent comme
il y a des compétitions pour le financement. On n'a pas le temps ou les ressources pour tout faire. On a besoin de aussi faire le travail pour le démanteler le système. Maintenant, je vais passer la parole à Alison, mais je voulais juste, si Magie peut, um, est-ce que tu peux partager sur quel enjeu tu voulais vu plus de clarification et puis on va aller de l'avant. Merci. Allez, pour... Merci beaucoup. Donc, Sydney, quand nous as fait un petit sommaire du partage de euh, Cindy, de parler de l'extractivisme, c'est euh, vraiment quand même un terme qui est assez apte pour la manière que tu dans les récits. C'est que nous avons livré ce programme et pour maintenant nous redonner quelque chose. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans notre approche au travail du colonialiste. Donc, on est venu, on a cette attente que quelqu'un d'autre va faire le travail pour nous. On veut que le travail soit accompli sans que nous, on l'accomplit. C'est comme si tu allais à l'école vos cours, mais vous ne faites pas les travaux par après. Donc, je pense que c'est important dans ce mouvement du colonial de vraiment dépasser des idées néocoloniales. Une autre chose que je pense qui est vraiment important dans un espace d'apprentissage, je sais que Tina a mentionné ça et Kate aussi, mais la patience de nous sortir de ce point de vue de l'efficacité, de l'efficience qui viennent d'une idée colonialiste. On rentre, on accomplit telle et telle chose, on sort. On a 10 minutes, il faut accomplir ceci dans ces 10 minutes. Mais c'est vraiment une différente perspective qu'on devrait avoir en rentrant dans un espace où on veut créer tu sais, un travail, un effet durable, de bien faire notre travail. Il faut s'attendre que les choses vont prendre le temps, que ça ne sera pas linéaire. Il faut être prêt à investir ce temps. Et ça touche, c'est directement sur le travail que Julie a mis de l'avant, qu'une des choses qui nous manque principalement, c'est le temps et les ressources, mais malheureusement, on ne peut pas le contourner. Nous avons besoin de le faire. Il faut faire le temps, il faut faire l'effort. Et se sortir de ce point de vue d'efficacité, d'efficience, et de réaliser que beaucoup des communautés avec lesquelles nous travaillons n'ont pas encore été, n'ont pas nécessairement été poussées dans cet point de vue de l'efficience. Donc, on a dans ce moment-là une incompatibilité de nous, on a notre point de vue de personnes de descendance coloniale, d'Amérique du Nord qui rentrent avec un différent point de vue que les communautés locales qu'on essaie d'imposer. Donc, je pense que c'est deux des éléments les plus importants pour les apprentissages, les plus grands obstacles qu'on a vécus, c'est d'être patient, d'éviter l'efficience, mais il faut simplement faire le travail. L'apprentissage, c'est très important, mais il faut l'appliquer. Et je pense que c'est quelque chose qu'on manque assez fréquemment. Des excellentes réflexions, Alison. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup cet rappel qu'il faut passer à l'action. Il y a beaucoup à apprendre. Et donc, là, c'est le temps de faire le travail. Et je trouve vraiment que tous nos panélistes renforcent ce message. Je suis très excité de voir cette reconnaissance. Fatima a dit que ça va, on a bien recouvert le point de Marie. Donc, on va passer à notre dernière question. Et je vais aussi nous ramener une des questions du boîte à clavardage que je trouve pertinent. Donc, notre dernière question, c'est au sujet de comment que nous mesurons le succès ou l'impact sans reproduire des cadres coloniales, racistes, antiféministes dans lesquels nous nous retrouvons dans le secteur de l'engagement public. Il y a quelqu'un dans le clavardage qui a mis de l'avant leur expérience comme bénévole à l'international, que fréquemment les organismes cherchent à modifier leur travail pour répondre aux besoins des bailleurs de fonds. Donc la question, c'est de savoir euh, que font les organismes canadiens et canadiennes pour pousser contre les cadres des bailleurs de fonds. Donc, je pense qu'on pourrait mettre ensemble ces deux questions. Comment est-ce que vous mesurez l'impact et comment est-ce que vous utilisez les témoignages que vous euh, recevez sur le terrain pour vraiment mettre en question la structure des bailleurs de fonds?
Donc, ouais, je ne sais pas si tu voudrais parler un peu plus au sujet de comment que vous mesurez les impacts, qui met l'accent sur les communautés, que vous mettez en question les structures qui peuvent euh, nuire aux communautés. Donc, mais vraiment, il y a beaucoup de place pour l'amélioration. Donc, on fait bien sûr un processus très compréhensif d'évaluation pour l'engagement public, mais malheureusement, c'est assez quantitatif plutôt que qualitatif. Il faut être transparent avec ça. Mais quand on parle de mettre l'accent sur les voix des membres des communautés locales, je pense qu'il faut venir de la communauté pour comprendre où, c'est quoi les mesures qu'on pourrait utiliser, les indicateurs. C'est plutôt que moi qui commence à inventer des choses qui pourraient être intéressantes. Mais je pense que si on veut être honnête, faire le travail, comme Alison l'a dit, c'est de retourner, discuter avec les communautés. C'est quoi vos mesures de succès? Nous faisons bien sûr les sondages classiques, nous captons les données, mais pour vraiment ces aspects plus approfondis, euh, on essaie d'avoir des mesures pour la compréhension, mais c'est certain qu'on pourrait s'améliorer. Pour la deuxième question, comment qu'on pourrait pousser les affaires mondiales, Canada, par exemple. Donc, je n'ai pas beaucoup de contact avec Affaires mondiales à l'extérieur de l'engagement public, mais je pense que c'est important de mettre de l'avant les points de vue primaires, directs, d'amener des personnes au Canada pour parler de l'impact du travail, euh, l'alignement, les synergies, de les amener ici. C'est quelque chose pour laquelle nous poussons depuis longtemps et de regarder nos budgets, de savoir comment s'assurer qu'on a une représentation directe, des mises en récit dignifiées. Donc ça, c'est quelque chose pour laquelle nous avons fait du plaidoyer depuis longtemps. Nous le faisons à l'international de manière virtuelle parce que c'est possible, mais cet aspect physique du transport euh, hors du contexte de grands moments d'un projet, c'est quelque chose pour laquelle on essaie de pousser. Merci beaucoup, Tina. Marie, je vais demander peut-être si vous avez des commentaires sur ça. Je sais que vous avez déjà travaillé avec des organismes internationaux comme Oxfam Québec sur des programmes qui sont associés avec Affaires mondiales Canada. Donc, je ne sais pas si vous avez des exemples de comment vous avez mesuré l'impact, mais aussi d'utiliser ces moments-là pour vraiment euh, faire du plaidoyer pour les communautés que vous travaillez avec. Intéressant parce que je n'ai pas observé de pratiques qui sont vraiment révolutionnaires. J'ai surtout vu des personnes qui sont prises avec la gestion axée sur les résultats, qui sont prises avec des indicateurs quantitatifs et non qualitatifs. Donc, j'ai surtout vu des problèmes, malheureusement, à cet égard. Je pense que mon espoir, c'est que des organismes qui veulent vraiment une approche participative soient capables de le faire dès qu'on conçoit un projet, dès même qu'on formule une mission, dès qu'on fait une planification stratégique, que les personnes soient impliquées, les personnes concernées soient impliquées dans toutes les étapes et donc, évidemment, dans l'étape de la rédaction des indicateurs. Et peut-être qu'à ce moment-là, les choses euh, peuvent changer de l'intérieur. Et je trouve très intéressant l'idée que en modifiant, en osant évaluer différemment, on fait même de l'éducation aux bailleurs de fonds. Quelque part, on est en train d'influencer, de faire du plaidoyer, même si ce n'est pas une activité de plaidoyer, mais on est quand même en train de faire du plaidoyer si on ose. Mais je suis plus dans le rêve que malheureusement dans un récit réel de choses que j'aurais pu observer, malheureusement. Merci Marie. C'est quand même utile de savoir que c'est quelque chose qui est vraiment, que
plusieurs personnes dans notre domaine sont en train de vraiment travailler avec pour voir comment est-ce qu'on peut mieux faire ça, comment est-ce qu'on peut influencer en fait les systèmes pour vraiment avoir de la conception, quelque chose qui impose moins de pouvoir sur les communautés et les organismes qu'on travaille avec. Donc, même s'il n'y a pas de solution pour l'instant, c'est quand même intéressant de voir que c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de développer des solutions innovateurs. Donc, merci quand même pour vos commentaires. Je sais que Kate et Cindy, vous travaillez principalement sur des programmes canadiens au Canada, mais vous avez aussi des programmes internationaux. Donc, je serais intéressé de savoir vos expériences avec les mesures d'impact et vos interactions avec les bailleurs de fonds pour essayer d'éviter cette dynamique de pouvoir qui peut être difficile dans le travail que vous accomplissez. Parce que c'était moi, Kate et Cindy. On attend tous les deux pour que l'autre personne réponde. OK, je vais y aller. Je vais garder ça. Bref, je pense qu'on a vraiment besoin de regarder au long terme, de bâtir des relations saines à long terme. Beaucoup des projets dans lesquels nous participons sont sur un échéancier assez bref, tu sais, 1 à 3 ans. Après ça, c'est fini. On fait nos indicateurs, on remplit les cases, on soumet notre information. Mais de pouvoir bâtir des relations durables, pérennes, à long terme avec les différentes personnes, différents individus, pour moi, ça, c'est une réelle mesure du succès. Parce que si ils et elles veulent que tu reviennes dans leur communauté pour c'est continuer de faire du travail, ça, c'est le meilleur indicateur de succès. De vraiment bâtir une bonne relation à long terme avec les communautés, c'est ça qui est le mieux. Que quand votre projet est fini, il y a encore les mêmes problèmes dans la communauté. Ça continue. Juste parce que votre projet a fini, ça ne veut pas dire que tout est résolu dans cette communauté. Donc, même si le projet prend fin, mais de garder une relation pour qu'elle soit ouverte à la présence d'autres organismes ou, encore mieux, qu'elles sont en mesure de bâtir quelque chose au sein du communauté elle-même, de pouvoir continuer ce travail. Donc, c'est quand nous, on rentre dans une communauté, on veut travailler au point où on ne sera plus nécessaire, que les membres de la communauté sont en train de remplir ces responsabilités. On ne veut pas aller chercher de plus en plus de financement, retourner faire la même chose en perpétuité. On veut rentrer avec l'intention d'abolir nos propres emplois dans cette communauté, nos rôles dans cette communauté. Et donc, il faut avoir différentes actions qui sont prises, pas juste une répétition du même projet. On le met en place, on le mesure, on le répète. Donc, je pense que l'action est de bâtir de bonnes relations. Et je vais passer à Kate. Merci. Mhm. On ne peut pas éviter cette dynamique avec les bailleurs de fonds fréquemment, mais nous appliquons, on mettra de l'avant notre approche décoloniale envers l'évaluation qui est, tu sais, basée dans la communauté. Et fréquemment, il faut aussi compléter les euh, modes d'évaluation dominantes qui réussissent très rarement à démontrer le succès. Donc, par exemple, on travaille très fort pour faire du plaidoyer, pousser pour un changement, pour essayer de clairement démontrer l'impact qui est manqué par cette cadre d'évaluation dominant. Comme Cindy l'a dit, on sait qu'on
on accomplit du bon travail quand les aînés, les jeunes, les membres de la communauté nous le disent, quand les personnes dans les organismes veulent rester en contact avec nous, quand les participants, participantes dans un programme réfèrent leurs familles, leurs amis. Donc, tous ces moments incroyables qui ne sont pas captés par les cadres dominants et sont fréquemment le réel succès d'un programme. Et je continue d'y revenir, mais je pense que le, qu'on peut démontrer des changements dans les cultures internes, les personnes qui arrivent dans une façon plus authentique de l'espace pour réfléchir, rester dans un moment d'inconfort. Pour donner un exemple très rapide, il y a un excellent projet que nous menons présentement pour c'est bâtir des mouvements. Et donc, en juillet 2025, c'est les trois leaders incroyables qui réussissent à rassembler 40 jeunes personnes autochtones sur un Zoom, tu sais, le soir, tu sais, en juillet de 2025. C'est incroyable. On sait que euh, c'est un grand succès, que ces personnes continuent de participer, restent engagées. On sait que c'est significatif parce que on sait les structures saisonnières, que les personnes sont sur le terrain, sont occupées avec leurs enfants, leurs activités culturelles, puis sont encore présents. Et donc, ça démontre l'impact, le succès. Je vais laisser avec ça. J'adore vos réflexions. Je vais passer un commentaire, comment vous avez dit de vraiment raciner votre impact ou l'impact de votre organisme dans vos propres principes et aussi comment remplir les demandes de votre bailleur de fonds, mais que comment vous évaluez vos objectifs et votre succès. C'est pas à cause des demandes de vos bailleurs de fonds. Vous êtes capable de voir votre succès au niveau interne et l'évaluer selon vos valeurs et pas celles des bailleurs de fonds. C'est né. Moi, oui, on parle de Jamaïque, mes racines sont là-bas et on parle souvent de comment ces projets sont vraiment petits, 1 an, juste peut-être à 5 ans max. Et comme on parle, Columbus est venu en Jamaïque, on avait des colons, des Espagnols, on avait des esclaves qui viennent, on avait des programmes d'ajustement structurel, on a tous ces différents programme. Et on parle de dans quel monde est-ce qu'un projet dans quelques années va changer ses enjeux? C'est incroyablement choquant hein, quand on parle de le génocide des peuples autochtones à travers les Caraïbes. Comment est-ce qu'on peut trouver des solutions dans un projet qui est 1 à 5 ans, même 10 ans? C'est pas réaliste. On peut pas déconstruire et défaire tout le temps qui a été fait de ces processus coloniaux. Alors, je pense que c'était bon comment c'était nommé quand on parle de ces fonds et des gros financements et comment on fait les évaluations. Ils vont financer un petit projet de 3 ans pour essayer de trouver les solutions aux enjeux systémiques. Alors, je pense que c'est important de nommer ça parce que c'est des communautés dans lesquelles on travaille, dans lesquelles on appartient. Je voulais juste souligner parce que je sais que c'est important pour beaucoup d'entre nous et les personnes qui travaillent dans nos milieux de financement. Alison, avez-vous quelque chose à rajouter? J'aimerais juste dire avant, ça fait juste 1 an que je travaille et la personne qui était là avant moi qui a vraiment poussé notre organisme d'aller d'une manière plus néocoloniale de travailler et maintenant c'est plus mené par les communautés et accentué sur les communautés. Il y avait toujours un ciblage sur les communautés, mais maintenant c'est différent et je veux dire que Heather a commencé ce travail à notre organisme et maintenant j'ai le privilège à vous parler de ce travail qui a été débuté par Heather de retourner au cet questionnement de langage. On n'utilise pas le langage projet, on utilise le langage de programme. Et ça démontre à nos communautés que c'est à long terme. C'est pas les solutions à courte durée que nous cherchons, c'est une programmation qu'on fait. Et ça, c'est une affaire qu'on a vue en langage. C'est juste démontrer un petit code, signaler à nos communautés que on va trouver d'autres financements. On va pas juste faire projet par projet. C'est un programme qu'on veut mener au début. On fait pas une application pour euh, euh,
l'Affaires mondiales Canada. Je ne vais pas rentrer en détail, mais on n'applique plus pour leur fonds parce que notre expérience avec Affaires mondiales Canada et leur financement, on a vu comment eux ils travaillent, c'est pas aligné avec ce que nous faisons et on peut pas trouver un équilibre. Alors, nous vous appliquez même pas pour leur fonds au Affaires mondiales Canada à cause de ces restrictions, parce que ça nous force à travailler de d'autres manières qu'on veut pas avec certaines communautés. J'espère, et on voit les changements qui s'en viennent à Affaires mondiales Canada. Alors, j'espère qu'il y a une manière qu'on peut retourner vers leurs fonds parce que c'est quand même des fonds importants. Mais quand on n'est pas aligné avec l'évaluation ou les besoins des bailleurs de fonds, on ne veut pas mentir ou on ne peut pas changer notre programmation et on est vraiment chanceux d'avoir des grands bailleurs de fonds qui sont venus vers nous et veulent travailler comme nous travaillons. Il y avait une idée d'un projet et la personne qui était à la poste avant a expliqué on ne travaille pas comme ça. Ça, c'est qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que vous aimeriez nous appuyer? Et là, cet organisme et ces bailleurs de fonds nous appuient. Alors, c'est d'avoir une communauté de bailleurs de fonds um, qui sont disponibles et qu'on peut faire un choix. Et oui, c'est dur. Nous sommes une petite organisme. On a une différente structure qu'un organisme gros comme Oxfam. Alors, nous avons, des fois, on a besoin, on a des plus petits budgets, on a plus de choix. Mais ça, c'est un appel important pour nous. Quand le côté d'engagement public et comment on peut évaluer notre succès au niveau canadien, si nous regardons ces récits et le cadre et on essaie de voir c'est quoi l'interprétation et comment c'est raconté ou comment nos récits sont répétés. Si les personnes l'encadrent d'une autre manière, ça veut dire qu'on a échoué. Alors, c'est vraiment de voir dans le contexte canadien avec l'engagement public quand nos récits sont repartagés, nos vécus, nos histoires et ça, c'est comment on peut évaluer si c'est bien communiqué. Et je vais arrêter là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et je veux juste souligner que Solange a mis dans le clavardage c'est de comment on enlève cette idée de projet et c'est bon, une bonne manière euh, de changer notre mentalité. Maintenant, c'est Carolina pour notre dernière question ou réponse pour notre... Et je vais vous raconter une petite expérience. Moi, je viens de Colombie. Et quand j'étais plus âge de secondaire, et j'ai rencontré ce jeune homme et venait en France. En France, nous avons des routes, les autoroutes comme ça, et vous faites comment? Et c'est votre système de transport, éducation, pourquoi vous n'avez pas ces éléments? Et je ne comprends pas comment ça fonctionne comme si ça dans votre pays. Et je me souviens que je sentais tellement enragée et frustrée. J'avais pas cette euh, connaissance ou compréhension de comprendre d'où venait cette rage et cette frustration. Et maintenant, je travaille dans ce secteur et je travaille dans ce milieu chaque jour. Et j'essaie d'évaluer le succès et de voir comment les systèmes coloniaux et de comprendre et comment ça organise le monde dans lequel on a vu, comment c'est que cette idée de développement pour le Canada et pour d'autres pays dans le nord mondial, dans l'occidental, comment ce développement vient avec un prix très cher qui était payé par les communautés autochtones au Canada, c'était payé par les autres communautés dans différents pays. C'était pas cet développement qui n'était pas gratuit. Alors, c'est d'assurer que les personnes comprennent les privilèges que nous avons viennent pas sans un coût sévère. Nous voyons que les changements climatiques affectent tout le monde. Moi, j'ai mon air climatisé allumé. J'ai un auto. Toutes ces affaires que nous avons, que nous utilisons chaque jour, il y a d'autres personnes qui euh, vont payer les coûts de tous ces privilèges que nous avons. Alors, de mieux comprendre dans notre système que c'est notre responsabilité de contribuer. Parce que c'est pas la charité, c'est nous qui bénéficions de tout ça, c'est nous qui
Et alors, c'est de changer cette manière de réfléchir, de penser, comment les personnes vont mieux comprendre, surtout la jeunesse. Quand on parle d'engagement public, ils commencent à apprendre. Ils étaient, ils grandissent dans cette crise de changement climatique. Alors, comment nous, tant qu'organisation, on peut prendre ces réflexions et changer comment on explique, mais aussi rejoindre ces jeunes, les mener avec nous et écouter plus qu'on parle et plus qu'on dirige. Et quand on parle de Affaires mondiales Canada, on peut dire, ça c'est le pouvoir du peuple. On peut parler avec les politiciens, les bureaucrates, mais c'est notre pouvoir, le peuple, les différents peuples. On a besoin de dire, ça c'est qu'est-ce que nous on veut, ça c'est la direction qu'on veut aller. Je pense qu'on a besoin de balancer les deux. Et comme en Oxfam, on peut mettre l'énergie dans les politiciens, les différents bureaucrates, mais c'est les personnes du peuple tout travail sur cet engagement public, qu'on a besoin de mettre ça de l'avant. Et parce que pour réellement faire les changements, on a besoin de la public. Ça va prendre un moment. Notre système colonial a été créé depuis les décennies, et on va pas les détruire rapidement, juste quelques années, mais oui, on va être capable d'aller de réduire si on continue. Merci, Carolina. C'est un manière incroyable aller vers notre conclusion et je veux passer un petit commentaire sur votre récit. Et j'ai tellement entendu les commentaires des touristes de l'Angleterre qui dit en Jamaïque comme oh, vous devrez être tellement impressionnés par tous nos efforts et tout ce que vous avez construit, mais nous êtes toujours en vie en Jamaïque et nous voyons qu'il y a toujours tous ces efforts de détruire ces lieux. Les territoires des personnes autochtones qui prend soin de plus que 10 000 ans et les États coloniaux ont toujours pas eu de succès pour détruire ces lieux. Alors, ça démontre comment nos communautés peuvent faire ça au niveau mondial, même avec le néocolonialisme et les occupations continues. Alors, on est résistante, mais on a toujours beaucoup de travail à faire. On est presque à un moment de clôture. Je voulais donner à l'équipe de RCC une manière de peut-être conclure. Et il y a des liens qui étaient partagés dans le clavardage. Alors, si vous avez des liens à vos organismes, vos questionnements partagés dans le clavardage. Je veux vraiment remercier tout le monde d'être venu, nos panélistes, tout le monde qui a fait attention pendant 1 heure et demie à cette conversation qui était euh, vraiment important de parler dans notre secteur, vraiment de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos pratiques à l'échelle soit locale, nationale, internationale. Donc, j'apprécie vraiment votre attention et j'apprécie vraiment les panélistes d'être venus et passer 1 heure et demie avec nous. Je veux remercier l'équipe de RCC et l'invitation de faire l'animation. J'adore ce travail, j'adore apprendre de tout le monde ici. Je veux remercier nos interprètes qui font tellement de bon travail pour assurer que nos conversations sont disponibles en français et en anglais. C'est pas disponible. Peu importe, même une personne comme moi, je suis bilingue et des fois c'est difficile d'aller entre un et l'autre langage. Alors, je veux juste remercier à nos interprètes aussi pour assurer une accessibilité de conversation en anglais et français. Alors, je vais passer la parole à Julianette pour nous clôturer et je veux juste vous remercier. Merci beaucoup, Sydney, et merci à tous nos panélistes. J'espère que tout le monde a pris des notes pour être capable de retourner à leurs organismes et partager les apprentissages et les restes. Alors, j'ai quelques éléments à vous partager et puis avant de terminer. On va terminer notre rapport à cette étude et ça va être partagé très bientôt. Alors, s'il vous plaît, rentrez vos courriels pour nos bulletins informatiques et on va vous partager les informations. On a aussi un formulaire. Alors, si vous pouvez le remplir, ça va juste nous aider à continuer nos autres conversations, comment mieux faire dans le futur. Je veux remercier à tous mes collègues pour l'organisation de cette panel et le soutien technique.
Je suis tellement impressionnée avec notre groupe, notre panel et toutes les personnes ici, les participants. On a quand même eu beaucoup de participation. Alors aussi, nos personnes participantes, si vous avez des questions pour des panélistes, vous pouvez envoyer vos questions, commentaires vers nous et on va partager ça avec nos panélistes. Alors, je veux juste remercier tout le monde. J'espère que vous avez beaucoup aimé notre conversation et j'espère qu'on va continuer ces conversations. Merci beaucoup et bonne fin de journée.